Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on attend un petit peu que les gens se connectent. Bonjour à tous. Bonjour Martin. Bonjour Nourdati. Bonjour Julien. Alors, on va démarrer ce webinaire qu'on a eu plaisir avec Laurie de préparer ensemble et toute l'équipe des nouveaux héritiers. Bienvenue. J'attends juste quelques petites secondes les personnes qui sont en train de se connecter. Alors donc moi je suis Sarah, je travaille donc chez les Nouveaux Héritiers en tant que responsable communication et donc c'est pour ça que j'ai eu à cœur de travailler sur ce projet avec Laurie et je suis vraiment contente voilà de vous avoir aujourd'hui. Alors pourquoi on a voulu faire ce webinaire avec les nouveaux héritiers, c'est parce qu'on se rend compte que notre position d'acteur du recrutement nous amène à échanger, à observer, à écouter, lire des choses et voilà, se nourrir aussi de convictions et tout ça nourrit nos convictions. Et donc, on a voulu partager cet événement qui est sur le sujet du recrutement, une première pour nous. Donc, on est ravis. Voilà, on est rentré dans une période vraiment charnière. Aujourd'hui, on le voit avec voilà des choses qu'on répète, mais l'arrivée du coup des millénials sur le marché du travail, qui du coup d'ici 2025, les millénials vont représenter 3/4 des salariés dans les entreprises. Donc c'est quand même une donnée en tant que expert des ressources humaines qu'il faut vraiment anticiper. Et puis l'arrivée depuis quelques années maintenant quand même du numérique, la digitalisation. Et tout ça, ça change nos modes de vie et du coup, ça change aussi nos modes de pensée, d'agir et ce qu'on va rechercher, le sens que l'on cherche aussi au quotidien. Voilà, 80% des métiers de 2030 n'existent pas à l'heure où on se parle aujourd'hui. Et donc, du coup, ça nous amène aussi à se poser des questions. Les talents aujourd'hui, vous l'avez tous vu. J'imagine que pour la majorité du coup, vous êtes experts en ressources humaines, souhaitent vivre des parcours de recrutement qui sont courts, ils souhaitent disposer de tous les éléments d'information sur l'entreprise pour vraiment faire le bon choix. Qui aura du coup du sens pour eux. Et du coup, ils se tourneront, ces talents-là, vers les entreprises qui auront su mettre en avant leurs ambitions et les bénéfices pour le talent, du coup, de les rejoindre. Et donc, c'est très important de savoir mettre ça en avant. Donc, c'est ce qu'on abordera aujourd'hui. Voilà tout ce que j'ai pu aborder en introduction, donc l'arrivée des millennials, la digitalisation, etc., le changement sur le marché du travail. Face à ces enjeux, nous amène à du coup construire des organisations humaines qui vont remporter les défis d'aujourd'hui et de demain pour permettre du coup à chaque entreprise dont vous êtes du coup les représentants d'atteindre les ambitions. Donc, je suis ravie de faire ce webinaire avec Laurie. Laurie, je te laisse te présenter. Merci Sarah. Du coup, je suis Laurie Sariano. Je suis donc directrice de la BU Intérim et Recrutement au sein de notre agence Les Nouveaux Héritiers. Ça fait maintenant un peu plus de 7 ans et demi que je fais ce beau métier. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez Sarah tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir d'aller sur ce sujet du recrutement mélangé aux ambitions des organisations de demain et les ambitions des générations qui arrivent sur ce marché-là. Donc, c'est un sujet avec beaucoup d'enjeux pour tout le monde et donc un sujet passionnant. J'espère que ça va vous plaire et qu'on va répondre à certaines de vos interrogations ensemble, en tous les cas.
Merci Laurie. Donc, du coup, rentrons directement sur le plan qui nous attend pour cette petite heure ensemble. Alors voilà, l'idée c'est de pouvoir. Alors, vous avez vu sur les différentes communications qu'on a pu faire sur les réseaux sociaux ou par mail, le programme. L'idée c'est d'aborder en fait la notion de profilage et donc du coup de recruteur à profileur. Ensuite, de vous montrer comment embarquer les talents qui aujourd'hui quand même ont beaucoup de choix et donc du coup c'est vraiment primordial d'embarquer votre talent lors des process. Ensuite toute la partie pérenniser les recrutements pour faire en sorte que tout ce que vous avez mis en place jusqu'alors puisse du coup valoir le coup. Et ensuite un autre point sur une partie plus de se rendre compte en fait de la gestion des coûts, essayer de rationaliser aussi les coûts et donc du coup faire les bons choix sur la partie recrutement. Et puis on gardera quand même un bon quart d'heure pour échanger tous ensemble et du coup qu'on puisse répondre à vos questions. Donc pendant le live, n'hésitez pas à poser toutes les questions. On les gardera donc pour y répondre à la fin. Et si jamais on n'avait pas le temps de répondre à tout le monde en live, on vous promet qu'on répondra à tous, en tout cas derrière personnellement, et on prendra le temps de revenir vers vous si on n'a pas eu le temps d'aborder votre question. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à interagir. Voilà. Alors du coup, entrons dans le vif du sujet. Et avec Laurie, on avait une question à vous poser pour démarrer. C'était de savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recruter un talent diplômé d'un master géographie pour un poste de commercial? Je serais curieuse d'avoir la réponse en direct live, Sarah. Alors, effectivement, moi, je vais rebondir sur les éléments de contexte pour répondre à cette question que tu as citée au-dessus. C'est qu'effectivement, on est à l'ère où le numérique transforme nos entreprises, tant du côté de ses activités que de ses métiers et que son organisation en tant que telle. Il bouscule nos modes d'apprentissage, de consommation, de communication, et c'est autant de choses qui doivent nous questionner c'est autant de choses qui questionnent, je dirais, sur les business models et qui fait disparaître certains métiers et qui va laisser place à d'autres. Donc ça, c'est un élément de contexte, je pense qu'on doit vraiment recontextualiser. Et rapidement, deux exemples qu'on voit dans notre vie du quotidien, par exemple le secteur du retail, là où le client maintenant vit une expérience e-commerce très forte, où il a pris l'habitude d'acheter, de s'informer à distance. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour les magasins qui doivent se repenser, qui doivent repenser le parcours et l'expérience client? Là où il y a encore 5 ans, le rôle du vendeur, et maintenant qu'on nomme aujourd'hui le conseiller de vente, a bien évolué et bien changé. Aujourd'hui, ce conseiller de vente, il faut vraiment qu'il se positionne comme un fin connaisseur du produit, de la matière, de la marque, et qu'il aille encore plus loin sur sa capacité à conseiller et à faire vivre une expérience client forte. Donc, ces attentes en 5 ans, elles ont énormément évolué. Je vais plus loin et je vais te donner un autre exemple, la distribution, par exemple, où certaines enseignes ont fait le choix de supprimer les postes d'hôtes et d'hôtesses de caisse pour les remplacer par des caisses automatiques. En parallèle de ça, le retail comme la distribution ont dû s'adapter et développer avec de la vente en ligne, et ça les oblige à repenser en fait le lieu de vente en tant que tel, ton lieu de vente physique. Et la question, c'est de se dire, à partir de ce moment-là, quelle est, moi, en tant qu'enseigne, l'expérience que je dois offrir à mon client qui se déplace après avoir été regardé et avoir déjà vécu quelque chose sur le net. Qu'est-ce que je dois apporter de plus et quelles sont les missions que doivent aujourd'hui Marie Chassimène sur le terrain apporter à ce client-là. Donc, tous ces sujets, en fait, qui nous poussent à repenser les compétences, la formation et donc forcément le recrutement. Donc, voilà notre cœur de sujet. Ce qu'il faut retenir, et tu as dit un chiffre... Vraiment, tu as dit un chiffre important et que voilà, dans notre quotidien, à toi et moi, avec les équipes des nouveaux héritiers, on voit et on appréhende bien, c'est que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. C'est une étude qui a été publiée par Dell et l'Institut du Futur. Ça veut dire que les métiers vont évoluer, voire disparaître, et que d'autres vont se créer. Du coup, quand on se dit ça, c'est que là, on interpelle tout de suite les décisionnaires en stratégie de ressources humaines. C'est-à-dire que la préoccupation à ce moment-là, c'est de construire quand même une organisation pérenne qui répond
à des enjeux d'aujourd'hui et de demain. On est au niveau des directions, au niveau des directions ressources humaines, directions stratégiques, mais on n'est pas Madame Irma. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment fait-on pour recruter aujourd'hui avec des besoins de demain qu'on ne connaît pas encore? Et ben là, je pense que et c'est ce qu'on véhicule, mais je pense qu'il faut se poser la question vraiment du RH visionnaire et justement de cette fameuse méthode de profilage. Et que, au-delà de compétences métiers que chaque talent acquisition doit recruter, il y a des compétences comportementales qui sont utiles et qu'on doit appréhender et cerner pour répondre à des besoins non connus de demain. Ça implique de recruter sur des savoir-être. On en parle beaucoup déjà aujourd'hui de ces soft skills. C'est quelque chose qui est très dans l'air du temps, mais des soft skills qui font appel à de l'adaptabilité, la capacité à apprendre, l'agilité, la créativité, l'intelligence situationnelle et émotionnelle. L'émotionnel, c'est quelque chose aussi qu'on évoque énormément en ce moment. Et ce qui va en fait amener nos ressources humaines à aussi utiliser des outils d'assessment, de test et d'évaluation et d'aller un peu plus loin dans la démarche. Et d'ailleurs, merci à ceux qui réagissent et qui nous partagent effectivement exactement sur le point que tu étais en train de citer, Laurie. Voilà, dans le chat, il y a certaines personnes qui nous partagent leur expérience et qui effectivement ont recruté aussi sur des personnalités et des capacités vraiment embarquées. Donc, merci pour ces partages d'expérience. Ouais, ce qui prouve qu'on est dans la bonne dynamique et c'est du coup là-dessus qu'il faut qu'on rebondisse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pense et qu'on agisse autrement, qu'on abandonne en fait nos réflexes de copier-coller des fiches de poste et qu'on pense notre métier vraiment comme des profileurs. Alors, le profilage, ça vient d'où? On va un peu plus loin. Le profilage, il a connu ses origines en fait dans les enquêtes criminelles. Ok, je vais pas pousser à nous prendre pour inspecteur direct, mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'il est fondé en fait sur l'analyse comportementale. C'est une méthode qui permet de déterminer un profil psychologique et des aptitudes comportementales. Je m'arrêterai là pour faire simple. Du coup, concrètement, parce qu'avec cette notion de profilage, concrètement pour les décisionnaires RH qui nous écoutent et toutes les personnes qui sont amenées à participer à des process de recrutement, comment on peut mettre en œuvre concrètement sur le terrain la méthode de profilage? Je pense que du coup, ça va peut-être, on en parlera après, effectivement, il y a des questions qui vont se poser, mais ça fait sûrement appel à ce que vous avez pu vivre, c'est que on est profileur, on doit mener un champ d'investigation avec une réflexion hors des sentiers battus quand c'est utile, c'est-à-dire on doit se positionner à faire des passerelles entre des métiers, entre des secteurs d'activité également. On doit s'intéresser au métier de l'entreprise, être au plus proche de nos opérationnels, c'est un élément clé, être proche de nos opérationnels, également de la stratégie, afin d'être force de proposition et force d'innovation. Je sais, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est réellement, on rebondira dessus tout à l'heure, mais c'est réellement un élément clé pour adapter et commencer dans cette technique de profilage. Le profilage, qu'on se le dise tout de suite, c'est pas une méthode qui est simple, parce que c'est une méthode qui nous demande de sortir de notre zone de confort. C'est une méthode sur laquelle on prend un temps de réflexion. Donc, on sort à un moment, on prend de la hauteur et on sort de ce quotidien. On prend le temps de se challenger et on prend le temps exactement de poser les éléments d'une fiche de poste, des éléments qui vont en émerger et qui vont émerger un peu plus loin que de simples missions. Et concrètement, du coup, Laurie, pareil, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous donner un exemple vraiment concret? Un exemple concret. Je vais reprendre ta question de tout à l'heure, le master en géographie pour un poste de sales, qui, quand on le dit comme ça, effectivement, paraît aux antipodes. Justement, c'est parce que on l'apporte pas de la bonne manière. Cette question-là. Je pense que l'exercice qu'il faut le faire, c'est qu'il faut se projeter, c'est comprendre quelles sont les aptitudes derrière ce fameux mot de sales. On attend des aptitudes personnelles, au-delà des missions. On sort des missions, mais vraiment les aptitudes personnelles qui permettent d'être en réussite sur ce type de poste. Et je vais t'en sortir, je vais pouvoir te donner, te citer la persuasion. Quand tu es sales, tu dois pouvoir
persuadé, tu dois avoir le sens du résultat, une combativité, un capital de manière familière, mais un capital sympathie qui va te permettre d'être liant avec tes interlocuteurs, une capacité à embarquer, animer, convaincre, séduire. Et pour moi, tout ça, ce sont des choses qui sont intrinsèques et qui, je pense que comme toi et moi, on va être d'accord, et j'espère que vous aussi, derrière vos écrans, vous allez être d'accord avec ça, c'est que un étudiant en master en géographie, il peut avoir toutes ces attitudes-là. Voilà. Donc, je pense que vraiment, on peut se permettre de le penser différemment. Ok, très clair. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui sont responsables de recrutement peut-être un peu plus technique, ou pour les personnes qu'on n'aurait pas fini de convaincre avec cette vision un peu innovante du recrutement et qui sont un peu frileux du coup de sélectionner, si je puis dire, les talents qu'ils vont rencontrer à travers cette méthodologie-là. Est-ce que ça veut dire que ça s'arrête là? Non. Alors, bien sûr que ça s'arrête pas là. Tu t'as fait, à ce moment-là, tu fais 30% du job. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Et en fait, en parallèle de cette nouvelle façon de penser le recrutement, on doit aussi anticiper en formant tout au long de leur carrière les collaborateurs, à la fois sur des aptitudes de savoir-être, et j'y reviens, qui leur permettra d'absorber les changements, les évolutions. Encore une fois, les métiers ne vont plus être les mêmes. Donc, ça va leur permettre d'absorber ces changements, ces évolutions, mais également créer sur les métiers de l'entreprise une académie interne avec un parcours de formation. L'élément aussi clé, c'est de favoriser cette culture apprenante et développer chez chacun sa capacité à continuer d'apprendre. C'est-à-dire que la formation, pour conclure, c'est la formation et le développement des compétences prend et continuera de prendre de plus en plus d'importance. Et on en est, en tous les cas, chez nous, intimement convaincus par l'expérience que nous font aussi vivre nos clients avec qui on travaille. On le voit et on le ressent, exactement. Ok, effectivement, je rebondis et ça va avec la suite, Marie-France, du coup, par rapport à votre message. Donc, on y répond par la suite parce qu'effectivement, Laurie, la question que je voudrais te poser, c'est que pour ceux qui trouveraient, pour les dirigeants, par exemple, qui pourraient trouver que notre vision elle est un peu trop disruptive, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce que ça veut dire disruptif? Tout est la question en fait. Je vais te répondre je vais mettre un mot fort, mais je vais te répondre en termes de risque à cette question. C'est-à-dire que si tu n'adoptes pas cette attitude, le risque, c'est de répondre à un instant T à court terme aux besoins. On va y répondre. Mais comment l'entreprise, elle réagira face aux évolutions nécessaires et face aux changements? C'est la simple question auquel je pense qu'il faut qu'on prenne juste 5 minutes. Et de se dire que, on le voit aujourd'hui, quand on recrute pour certains de nos clients, qu'est-ce qu'on fera des personnes dont les métiers vont être amenés à disparaître, comment les entreprises elles vont répondre à leurs ambitions. Justement, si on parle effectivement à nos directions qui travaillent sur la stratégie, comment on va répondre à ces ambitions dans un perpétuel changement et si on n'adopte pas une posture prédictive. Donc, c'est autant de questions qu'on doit se poser. Maintenant, tout l'enjeu pour nous, je me repositionne mes côtés vraiment ressources humaines et décisionnaires RH, c'est de convaincre justement et de raisonner nos directions opérationnelles. C'est une équipe et nos directions générales, c'est-à-dire embarquer. Notre rôle, il est d'embarquer dans une direction innovante. Il est essentiel que tout le monde soit aligné dans l'ensemble de l'entreprise à cette démarche à travers des réflexions collectives, des ateliers. Par exemple, il y a des comités d'innovation qui planchent sur des sujets de tendance, d'innovation et de retour d'expérience de ce qu'ils vivent sur le terrain. Et ça fait émerger une intelligence collective et c'est nécessaire. Enfin, et je te dirais qu'aussi, dernier point pour répondre à cette question, ça nécessite aussi que nos directions des ressources humaines elles travaillent au plus près de nos directions générales, ça c'est un fait, et qu'elles deviennent des influenceurs, des coachs. Je sais que le mot coach est énormément utilisé, mais l'enjeu, c'est de doter nos organisations de richesse humaine qui va justement lui permettre de relever les challenges d'aujourd'hui et de demain. Et on doit continuer à apprendre parce que ça, c'est des choses qu'on nous apprend pas dans les enseignements académiques classiques. C'est le terrain, c'est l'évolution, c'est tout le contexte que tu as expliqué au démarrage qui fait qu'il faut qu'on se positionne en tant qu'influenceur et coach pour demain.
Ok, merci beaucoup, merci Laurie. Alors, du coup là, ça va nous permettre effectivement, et au regard aussi des réactions que je vois dans le chat, Christelle, notamment, de passer à la seconde partie, qui est comment embarquer en fait votre talent et comment vous différencier aussi des autres entreprises. Alors, donc, on avait une question avec Laurie, c'était de savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que le talent rêvé, qui est dans votre process de recrutement, finisse finalement par vous dire non à une proposition pour préférer aller dans une autre entreprise? J'ai déjà reconnu des noms dans le chat, donc je sais que la réponse, elle est déjà oui. Donc voilà. Alors, pour répondre à ça, je pense qu'encore une fois, il faut qu'on fasse évoluer nos pratiques et vraiment adopter un vrai changement de posture. Quand je vous dis ça face à l'écran, ce que je veux vous faire passer et ce qui est important qu'on retienne, c'est que il faut une rupture dans les comportements. Aujourd'hui, le talent, et je pense qu'on l'a tous compris, choisit son entreprise qui lui permettra de s'épanouir. C'est plus seulement l'entreprise qui fait son choix. Ça, c'est notre postulat de base. Et toute personne qui intervient dans un parcours de recrutement doit savoir séduire, embarquer et motiver. Le candidat, il fera le choix de l'entreprise qui portera ses valeurs, qui donnera du sens à ses missions. Il va choisir l'entreprise dont le manager s'attachera forcément à l'accompagner, à communiquer avec lui, à développer ses compétences et à rejoindre un collectif. Récemment, c'était avec toi d'ailleurs, Sarah, on avait lu une étude ensemble, tu sais, qui stipulait que 62% des talents rejoignent une entreprise engagée dans une politique RSE, en accord avec leurs valeurs. C'est un chiffre qui doit réellement nous interpeller. Et la RSE, c'est un sujet encore pour certains où on palpe juste l'idée. C'est encore un mot, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on y met derrière RSE. Et pourtant, c'est un des sujets lesquels on embarque. Et du coup, concrètement, pareil, est-ce que tu aurais des conseils vraiment prêts à utiliser, enfin prêts à mettre en place pour qu'on peut donner du coup aux recruteurs qui nous écoutent? Et je vois que c'est arrivé à beaucoup de personnes. Donc voilà, oui, si tu pouvais nous donner des conseils. Ouais, tu me demandes d'être pragmatique. Pas de souci. Là, la solution, entre guillemets, une des solutions, c'est de repenser, de recréer vos parcours candidats par rapport à plusieurs points. Voici quelques éléments clés, mais pareil, on pourra interagir un peu plus loin si vous voulez après. La première chose, c'est de rédiger des annonces attractives. Je sais, peu de personnes aiment être derrière le Word et qu'est-ce que ça veut dire attractif, dans quel sens et comment. Déjà, tenez compte, il faut qu'on tienne compte de la cible, à qui on souhaite s'adresser, de la communication corporate qui porte l'image de l'entreprise, mettre en avant les plus de cette mission. Et aussi, on n'y pense pas assez, mais les projets dans lesquels le talent futur pourra participer. Premier point. Deuxième point, qui a un impact fort, c'est aussi bien choisir qui sont les personnes qui vont intervenir dans votre process de recrutement. Qui sont-elles ? Pourquoi? Il faut se poser la question. Quel est l'objectif à chaque étape qu'il faut entretenir sur ces différents entretiens? Et quels sont les outils? On a parlé par exemple des assessments tout à l'heure. Quels sont les outils aussi qu'on peut avoir d'aide à la décision à côté de ça? Un autre point qu'on peut évoquer, c'est de travailler un peu sur cette expérience émotionnelle en travaillant sur tes espaces de réception, par exemple, et bien évidemment qui va aussi être révélateur des valeurs que va porter l'entreprise. C'est aussi prendre conscience que les postures, elles doivent évoluer lors d'un entretien. Oui, quand on est ressources humaines, c'est notre métier et parfois, on peut oublier que l'exercice, il n'est pas évident. Il est dur, il peut être situation de stress pour un talent qui arrive en face et que là, on doit vraiment se tirer dans un échange d'égal à égal. On doit être dans un échange. On n'est pas en train d'évaluer, on est en train de se dire, est-ce que toi et moi, est-ce que toi et l'entreprise, on va faire un bout de chemin ensemble et est-ce qu'on a envie de le faire ensemble et pourquoi on veut le faire ensemble? Et donc là, c'est savoir séduire, savoir embarquer. Donc, je vais même plus loin, je vais faire appel au retail, mais c'est une idée de storytelling. C'est-à-dire raconter une histoire, être authentique sur l'histoire. Attention, je mets tout de suite un warning. Pas de surpromesse. Il n'y a rien de pire que d'être dans la surpromesse. La déception, elle peut être très brutale, très vite et être très déceptive. Donc attention à ça. Et je te dirais
2 points qui me viennent en tête pour conclure, c'est embarquer en présentant le projet. Un projet, une entreprise, c'est un projet. Au-delà d'un business plan, c'est un projet, une entreprise. C'est un écosystème dans lequel il baigne, dans lequel on est capable de présenter. C'est des équipes, bien évidemment, que c'est des équipes qui constituent cette valeur, cette richesse humaine. Elle est faite de membres et c'est des membres de l'équipe qu'il faut aussi pouvoir mettre en avant. Et les bénéfices aussi que ça apporte aux talents, de rejoindre cet écosystème, cet environnement, les équipes, etc. Et enfin, et je pense qu'on a tous été toujours embêtés de dire non à un candidat. Et là, vraiment, c'est précieux. Mais il faut aussi travailler sur la façon, la manière de dire non à un candidat. Celui-ci doit vraiment être transformé en ambassadeur, à défaut de ne pas avoir été un collaborateur. Sarah, vraiment pour conclure. Ok, merci beaucoup. J'espère que c'est effectivement des points peut-être voilà qui peuvent vous aider, même si j'imagine que certains sont déjà faits, mais en tout cas en ajoutant le niveau de détail que Laurie nous a partagé, ça peut être utile. Maintenant, transition toute faite par rapport au message que je vois dans le chat, c'est effectivement que une fois que on a embarqué le candidat lors du process de recrutement, derrière c'est effectivement comment pérenniser les recrutements et notamment effectivement Maxime la partie du parcours d'intégration. Et donc nous on a une question à vous poser, troisième question qu'on a à vous poser avec Laurie. Est-ce que vous avez déjà vu partir des collaborateurs moins d'1 an après leur embauche? Effectivement, recruter, c'était la première étape. On va se dire qu'on a fait, un tiers du travail qu'on avait à faire et que y a un reste de tiers du chemin. Et effectivement, de quoi on parle quand on parle déjà de pérennisation? Quand on parle d'un recrutement avec une situation pérenne, c'est globalement avoir une première année déjà effectuée qui va aller jusqu'à 3-4 ans minimum, idéalement 5 ans. Là, on peut exactement, effectivement, parler d'un recrutement pérenne. Nous, avec Sarah et avec les équipes, justement, pour répondre à ces questions, on s'est penchés tous ensemble sur cette question-là et on a pu annoter 6 leviers pour permettre de travailler cette fidélisation des collaborateurs. Le premier, c'est faire vivre un parcours d'intégration conséquent qui permettra efficacité et engagement. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ces grands mots d'efficacité et engagement? C'est-à-dire qu'on doit permettre une acculturation, on doit former les collaborateurs, avoir un feedback RH, on doit passer, et on y reviendra après sur le style de management, avoir des moments de vie collectifs, procéder parfois aussi à du parrainage. C'est des choses qu'on voit beaucoup, par exemple, chez nos clients actuels. C'est un moment, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un moment d'une semaine, 2 semaines. Ce parcours d'intégration, c'est un moment qui s'étale sur plusieurs mois. Et effectivement, il va être plus dense au démarrage sur les 2 premiers mois, mais qui doit continuer à se travailler de manière différente par la suite, mais qui doit continuer à se travailler. L'enjeu là, c'est que l'entreprise doit vraiment faire passer l'acculturation et la formation, notamment aussi au process qui permet d'être plus performant. La formation aussi aux outils et à tout ce que peut utiliser dans le quotidien les opérationnels aussi. Ok. Et du coup, justement, est-ce qu'il n'y a pas des postes où, Laurie, où l'intégration peut être encore plus poussée, justement, que ce que tu es en train de nous exprimer et justement d'aller plus loin en termes d'accompagnement pour certains postes? Si. Alors, oui, si, effectivement. On a pour certaines fonctions et situations, par exemple, un exercice qui est très intéressant pour le coup, c'est un coaching prise de poste, si tu veux. Et ça peut être un vrai plus. C'est-à-dire que ça s'envisage plus pour des fonctions cadres supérieurs ou alors aussi de mobilité. Quand tu prends de nouvelles fonctions, par exemple avec du management, ça permet d'aider dans la nouvelle fonction dans l'entreprise et de mettre en réussite le talent et faciliter sa prise de poste. Et aussi, ça te permet tout de suite, indéniablement, de faire passer un message fort à ton talent, c'est que déjà, tu as une croyance en lui. Tu investis déjà, dès son arrivée, en lui. Tu as une vraie croyance. Et ça, c'est important. Ok. Deuxième point? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Le style, alors j'en ai parlé très rapidement avant, mais le style de management. Le style de management qui est attendu est fortement un moyen de fidéliser. Et le management dont on parle aujourd'hui, c'est plutôt un management humain
Et qu'est-ce qu'on appelle management humain? C'est se dire qu'on n'est plus dans du vertical, en fait, et que la vision transversale des choses est complètement, encore une fois, disruptive par rapport à cette vision et inverse le vertical. Et qu'est-ce que ça fait? Surtout l'intelligence collective. Tout le monde participe, tout le monde apporte de la valeur et on évite d'infantiliser nos collaborateurs. Ça permet aussi, et ça doit être source de feedback vis-à-vis des collaborateurs et un peu encore de cette posture de coach. Le management, il doit participer à l'accompagnement dans les difficultés, mais aussi dans les réussites et développer des compétences. Et je vais même plus loin, et c'est comme ça, en tous les cas, même nous en interne, qu'on souhaite voir les choses et les appréhender, c'est voir le collaborateur comme son client interne. C'est ton client interne. Et effectivement, tu dois l'accompagner dans sa vie au sein de ton entreprise et de ton organisation. Ok, d'accord, entendu. Et du coup, pour les personnes expertes du ressources humaines qui nous écoutent, concrètement, de leur ressort à elles, est-ce que tu peux effectivement développer les points d'après, du coup, qui ressortent directement de leur mission? Ouais, c'est les 2 derniers points qu'on a pu réfléchir ensemble. Il y a réellement un enjeu d'un point de vue ressources humaines, c'est la politique RH, qui doit accorder de l'importance au bien-être au travail. Ça veut dire quoi, le bien-être au travail? C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. La vie dans les bureaux, vérifier les niveaux de stress négatif pour faire en sorte de libérer ces points-là, accueillir les collaborateurs dans des espaces conviviaux, investir en développement continu des compétences, mettre en place une académie interne, bref, favoriser encore cette culture apprenante. Ça, c'était mon 5e point. Et effectivement, le dernier, c'est de participer à des projets, on l'a évoqué tout à l'heure, mais encore une fois, 62% des nouvelles générations cherchent à travailler dans des sociétés qui ont un impact sociétal et écologique. Donc, ce sont des projets que doivent mettre en place ces entreprises. Et les thématiques RSE ont un réel enjeu, sont un réel enjeu pour demain. Donc, en conclusion, Sarah, et pour vous, je pense qu'effectivement, permettre à chacun de poursuivre son développement personnel et professionnel permet d'avoir un attachement à l'entreprise et un investissement et montrer le fait qu'on compte réellement sur lui. C'est ça aussi, embarquer. Ok. Merci Laurie. Alors du coup, on en vient à la fameuse partie rationalisation des coûts et en tout cas les choix stratégiques concernant le recrutement. Si jamais on vous disait avec Laurie que la dernière période d'essai non validée a pu vous coûter, ou en tout cas a pu coûter à l'entreprise jusqu'à 150 000 €, est-ce que vous nous croyez? Laurie, je te laisse développer. Oui, et pourtant, c'est vrai. Manpower, HR Voice et Open Sourcing ont publié une étude qui effectivement ressort que le coût d'un recrutement raté oscille entre 30 et 150 000 € pour des postes rémunérés entre 30 000 et 100 000 € annuels. Alors, 2 choses. Il y a des coûts directs qui sont liés à ça et des coûts indirects. Les coûts directs sont plus faciles au premier abord à énoncer. On a plus facilement en tête tout ce qui va être le coût du salaire lié au recruteur. Le recruteur en interne dans l'organisation, son salaire a un coût, effectivement. Le coût de la mise en ligne des offres, des annonces dont on parlait, qui devaient être attractives. Je fais un petit mémo, mais tout ça, voilà. Le coût des outils qu'on utilise pour publier ça. La rémunération du talent en tant que tel, c'est-à-dire son salaire, ses primes, les avantages en nature, qui varient, bon, effectivement, selon les postes et qui comprennent les charges patronales en fonction du salaire entre 24 et 42% du salaire brut. Et effectivement, s'il est raté, ça veut dire qu'il faut le remplacer, donc le coût du remplacement du talent, s'il part. Donc, en gros, multiplié par 2. Concrètement, on multiplie la chose, on fait un checker et on multiplie par 2. Donc ça, c'est nos coûts directs. Nos coûts indirects qui sont liés à ça, c'est l'intégration du talent, le onboarding, la formation, la rémunération du salarié pendant ce temps de formation, les frais potentiels de départ comme une rupture conventionnelle. Et là, je vais rentrer dans l'air de la guerre, mais la baisse du chiffre d'affaires,
une désorganisation au niveau des équipes en interne ou du service. C'est-à-dire qu'il y aurait une surcharge sur les équipes en interne qui vont devoir absorber cette surcharge de travail. Ça peut être une baisse de productivité, de morale. On est sur de l'humain, ne l'oublions pas. Et là encore, je rebondis sur la marque employeur, mais un impact sur l'image de marque, donc sur ta marque employeur. Bref, on l'a compris, on parle de coûts et financiers et humains pour l'entreprise dans le recrutement OUP. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller quels pourraient être tes conseils, Laurie? Alors, à partir du moment où on sait qu'un recrutement loupé, c'est une somme d'argent et que ça a un coût humain et financier, et à partir du moment où tout ce qu'on s'est dit précédemment, on le respecte et on le met en application, c'est ce qui va nous permettre, pour moi, d'être au succès, réellement, si tu veux. C'est de faire un shaker de ça et c'est ce qui nous permettra d'être au succès. Une autre solution qui peut se rajouter à ça, c'est une solution que nos clients ont décidé d'adopter, c'est de se faire aider d'experts du recrutement. Pourquoi? De manière rapide et succincte, c'est de permettre d'avoir accès à un réseau riche côté talent et entreprise. Ça permet d'accès à un grand nombre de données, des activités sectorielles, des cultures d'entreprise, des outils utilisés, des rémunérations, du benchmark, des tendances d'évolution sociétale. Bref, c'est une source de conseils et de données dans un environnement qui est, comme on l'a vu, avec les chiffres, perpétuellement en changement et en évolution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, je fais appel à de l'humain pour le coup, c'est de se sentir soutenu et accompagné en tant que talent acquisition, en tant que décisionnaire RH. C'est de se soutenir, c'est de se sentir épaulé et donc de pouvoir, dans ces challenges du quotidien, permettre de les relever et effectivement de se sentir soulagé par rapport à ça. Ok, d'accord, très clair. Alors du coup, nous, ce qu'on avait à vous offrir aujourd'hui avec Laurie, elle va développer un petit peu. Ensuite, on pourra passer à la partie justement questions et réponses. Mais voilà, si ce qu'on vous a dit aujourd'hui fait écho, si ça fait résonance par rapport à vos propres convictions et à votre vision du recrutement. Les nouveaux héritiers voulaient aussi vous proposer du coup un diagnostic recrutement. Laurie, je te laisse peut-être détailler ce qu'on propose aujourd'hui. Alors effectivement, la première chose, c'est effectivement de pouvoir se sentir à l'aise avec ce qu'on vient de dire et évoquer, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est disruptif, mais vraiment nécessaire. Et à partir du moment où, effectivement, on sent que vous pouvez sentir que ça fait écho, ce que nous, en tant que partenaires, on souhaitait pouvoir vous offrir, c'est de partir d'un diagnostic pour tout recrutement qui pourrait être confié, c'est de partir d'un diagnostic recrutement qu'on fera ensemble, par téléphone ou en visio, pour justement vous accompagner et qu'on puisse reprendre ce qu'on vient de se dire et se dire, OK, quelles sont aujourd'hui mes forces, quels sont mes leviers encore qui n'ont pas été saisis et qui me restent et qu'on peut aller développer, et c'est de vous accompagner dans cette démarche pour tout recrutement qui serait confié. Pour ça, je crois, Sarah, mais dis-moi si c'est bien le cas, il y a un lien qui va... Oui, ça y est. C'est bon, d'accord. Il y a un lien effectivement qui s'affiche à votre écran et que vous pouvez donc du coup cliquer et prendre rendez-vous jusqu'à jeudi prochain pour prendre rendez-vous en ligne. Et vous avez directement accès aux agendas et comme ça, vous pouvez booker le rendez-vous et on se fera un grand plaisir de pouvoir échanger ensemble. Et du coup, si cette matinée peut faire naître des partenariats gagnants et pérennes et voilà sereins entre nous, on sera les plus ravis. Justement pour conclure sur cette idée-là, Laurie, est-ce que tu aurais un mot à dire aux personnes qui auraient été sensibles à notre discours et à la vision des nouveaux héritiers? Oui. Je dirais que qu'importe le partenariat, une notion de partenariat, elle doit faire écho à une notion de confiance. Et c'est vraiment un élément fondamental de réussite dans ces échanges-là. Et la notion de co-construction et de création de valeur, parce que c'est notre objectif quand on parle de richesse humaine, c'est d'être sur la création de valeur aussi, elle doit guider nos échanges quotidiens. Et que chaque partenaire RH aussi doit connaître
et défendre la marque employeur, l'ambition et la spécificité de ce que fait son organisation là, vraiment. Ok. Voilà. Merci beaucoup Laurie. Alors, ce qu'on vous propose du coup, c'est de nous poser toutes les questions qu'on aurait soit pas abordées, soit des éléments qui auraient pas forcément été clairs pendant notre présentation. N'hésitez pas dans le chat à poser toutes vos questions et on y répondra. Elsa, oui, vous aurez un replay qui sera disponible et en fait pour toutes les personnes du coup qui sont inscrites, qui auraient été inscrites au webinaire. On vous enverra du coup le replay. Voilà, merci beaucoup du coup pour votre petit mot. Ensuite, alors je crois que j'ai essayé de remonter parce que pour les questions qu'on aurait oubliées. Alors, n'hésitez pas en attendant à nous poser vos questions. Je vois plein de questions. Je te laisse gérer de ce côté-là. Bien sûr. On a Wallis qui nous demande, mais du coup, est-ce qu'il faut développer des compétences de profileur en tant que RH? Wallis, on va pas aller sur l'inspecteur d'Eric. L'idée, elle n'est pas là, encore une fois. Mais ça demande effectivement, au-delà de compétences, ça demande de se positionner différemment et d'appréhender surtout les choses de manière différente, Wallis. C'est-à-dire qu'au-delà des missions qui, généralement, quand vous êtes proche de vos opérationnels, et tout l'objectif c'est de l'être, sont déjà travaillés par vos opérationnels en termes de contenu pur de mission, c'est de vous dire, OK, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai une connaissance marché, quelles sont, moi, les choses et les aptitudes personnelles qui, je sais, sont des éléments impératifs que moi, en tant que décisionnaire RH, on doit aller chercher sur le marché. Encore une fois, ça veut dire aussi être curieux, ça veut dire sortir des sentiers battus, c'est se questionner, c'est se challenger, c'est aller faire des parallèles dans des secteurs qui n'ont parfois rien à voir, mais où on peut noter des corrélations sur des aptitudes. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Laurie. Du coup, je pense que Charlotte, ça répond aussi à votre question, qui est que Charlotte demandait concrètement pour recruter, du coup, quelle méthode d'approche on doit avoir pour penser à demain. Je pense que ça correspond à ce que tu nous as dit, sauf si tu veux rajouter des choses. Non. Je pense que effectivement. On a beaucoup de réactions sur la partie repenser le parcours candidat et aussi beaucoup de personnes qui rebondissent en disant qu'il faut aussi embarquer les opérationnels et les directions pour vraiment avancer main dans la main, et que c'est des choses qui sont pas forcément faciles en tant que RH. Non, effectivement, et c'est là toute la difficulté dans le quotidien, effectivement, des ressources humaines, c'est que il faut savoir embarquer dans cette vision innovante, en fait, et que parfois nos opérationnels qui, excusez-moi le terme, ont la tête dans le guidon et sont dans leur quotidien et n'ont aucune vision, en fait, de ce qui est le marché, effectivement, ont du mal à se laisser convaincre, je dirais même parfois. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit vraiment être incarné par nos ressources humaines. C'est leur rôle, parce que c'est eux qui ont, en tant que décisionnaire RH, les clés qui vont faire qu'on va enrichir l'humain dans la société. Et on se le dit clairement, l'humain, c'est ce qui peut répondre aux ambitions de demain. Si nous n'avons pas ce capital humain et cette richesse humaine en interne, comment veux-tu qu'on y arrive? C'est impossible. C'est mission impossible. Donc, prenons, nous, en tant que ressources humaines, prenons la place qui est possible de prendre. Challengeons nos opérationnels, mais surtout, soyons pragmatiques aussi avec eux. N'hésitons pas à leur faire un état des lieux là où on en est, des difficultés, et de tester des choses avec eux, de faire germer des idées dans leur tête, si je puis dire, et ne pas hésiter à leur faire des feedbacks, de leur dire ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas. Nous, pareil, on le voit en tant qu'agence, beaucoup, on travaille donc forcément avec nos ressources humaines qui forcément des fois nous disent mais mon opérationnel veut pas, etc., etc. C'est aussi un vivier qui permet, quand on a des experts sur un marché, d'amener des choses.
très concrète et d'aider justement nos ressources humaines à être très factuelles et de pouvoir pousser ces convictions-là ressources humaines et d'aller un peu plus loin. Donc, mais bien évidemment, je vois tout à fait de la difficulté dans laquelle on peut être positionné en tant que RH. Merci Laurie. Après, on a Arié qui nous demande comment augmenter l'adhésion aux valeurs de l'entreprise. Et du coup, pour pouvoir augmenter un des leviers qui est la cooptation. Mais du coup, je pense que vraiment le fond de la question, c'est comment augmenter l'adhésion aux valeurs de son entreprise. L'adhésion aux valeurs de l'entreprise, ça fait écho, je ne sais plus exactement à quel moment tu m'avais posé la question, mais adhérer à des valeurs, c'est déjà des valeurs écrites noir sur blanc si elles ne sont pas incarnées déjà par l'ensemble des personnes présentes dans l'entreprise. Déjà, on va se heurter à quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire que chacun de vos collaborateurs en interne doit pouvoir représenter ça, je dirais. Par exemple, avec nous, ce qui se passe chez certains et qu'on a pu voir chez certains de nos clients, et nous-mêmes, d'ailleurs, en interne, on a pu le faire, c'est des designs de service. C'est-à-dire, effectivement, comment, une fois qu'on s'est dit la bienveillance, ouais, qu'est-ce que ça veut dire la bienveillance? Comment je l'incarne, bien évidemment, à l'externe, avec mes partenaires, mais comment, en tant que moi, collaborateur, donc là je prends l'exemple LNH par exemple, mais comment chez les nouveaux héritiers, en tant que collaborateur, je vais faire ressentir la bienveillance chez mon autre collaborateur, auprès de mon manager, auprès de ma direction en tant que salarié. Et ça, la première chose, c'est effectivement de l'incarner. La deuxième chose, c'est aussi de mener des projets qui sont en valeur. Je repars sur ma politique RSE, mais c'est de mener effectivement des projets qui font écho à ce que vous souhaitez mettre en valeur et incarner chez vous. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Voilà, effectivement, la diversité, c'est des valeurs qui sont portées par beaucoup de nos clients. Je sais qu'il y a plein d'actions qui sont mises en place sur ces sujets-là. Même nous, on a mené des actions en ce sens-là. Donc vraiment, ne vous contentez pas, si je puis donner un conseil par rapport à ça, ne vous contentez pas de vous dire qu'elles sont noires sur blanc et que c'est ce qui fait qu'elles doivent être incorporées par chacun des collaborateurs. Non, elles doivent être vécues par vous pour pouvoir embarquer par ces valeurs-là. Ok. Merci Laurie. On a Liana qui nous demande si et on lui passe le bonjour du coup, qui nous demande s'il y a un mode de recrutement avant et après Covid. Est-ce que toi, du coup, avec tous les clients que tu accompagnes aujourd'hui chez les nouveaux héritiers, est-ce que tu as vu une différence justement en mode de recrutement avant et après Covid? C'est effectivement, du coup, avec l'ensemble de l'équipe de chez Nouveaux Héritiers, c'est des questions qu'on se pose. On a vécu une période assez trouble, voilà, du jour au lendemain, les recrutements en visio, c'est-à-dire plus de contact physique où on ressent quand même des choses. La rencontre humaine, elle est quand même importante. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a été d'un coup d'un seul plongé dans le grand bain. Je dirais, pas sans difficulté pour certains, mais pour répondre à le pendant de ce qu'on a vécu, l'après, on voit beaucoup qu'aujourd'hui, en fait, ce qui continue de se faire, c'est de garder du visio, notamment sur l'entretien en lui-même. Je fais un focus sur l'entretien. Mais en revanche, ce qu'on voit très bien aussi, c'est que quasiment l'intégralité de nos clients, à un moment, demandent la rencontre. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on reste quand même sur de l'humain et que le moment de cette rencontre, il reste important. Donc, l'avant, l'après, je pense pas qu'il y ait quelque chose de disruptif. Complètement, par contre, là, très clairement. Je pense juste qu'on a, digitalisation, on a pris un peu, peut-être de manière violente, du digital qu'on a intégré pour la plupart de nos clients, mais qu'en revanche, l'humain revient toujours et qu'on a une nécessité de ça. Et ça, qu'importe le secteur. Pour le coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on est multisecteur, nous, aujourd'hui, sur toutes les fonctions transverses, mais à un moment, la rencontre physique, dans 99% des cas, elle est demandée. Bien sûr, ok. On a une question de Tiana qui nous demande dans cette perspective visionnaire, quelle est la place et le rôle d'un cabinet de recrutement? Je pense qu'on va prendre plaisir à répondre à cette question.
Alors, effectivement, pour répondre à cette question, Tiana, la place d'un cabinet de recrutement, c'est de vous apporter, déjà, c'est d'être créateur de valeur pour vous. Mais comment être créateur de valeur, une fois qu'on a mis ce beau mot derrière, c'est de se dire, c'est de vous apporter de la donnée. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un secteur, donc là, je ne sais pas lequel en l'occurrence, mais vous êtes dans un secteur, c'est de vous apporter peut-être des innovations qui se font d'un autre secteur, faire des parallèles sur des métiers, par exemple sur d'autres métiers qui peuvent se rapprocher de près ou de loin, mais c'est aussi de vous dire là, en fonction des missions que vous nous donnez, nous ce qu'on voit c'est que sur certains métiers qu'on est amené à recruter, voilà ce qu'on attend d'un point de vue comportemental, d'accord. C'est aussi de vous dire, par exemple, voici les outils qui peuvent aider à la prise de décision. Je dis bien aider à la prise de décision et qui ne doivent pas n'être une décision que de ça. Concrètement, votre cabinet, il est là aussi pour vous guider sur des tendances, vous donner des ressentis d'un talent. C'est-à-dire qu'effectivement, il va jouer l'intermédiaire, mais il est là aussi pour vous dire à certains moments, est-ce qu'on fait plutôt fausse route sur le marché de ce qu'on recherche? Est-ce que là, on est trop à travailler avec des œillères et qu'on peut aller se challenger tous les deux et ouvrir le champ des possibles? C'est ça aussi notre métier, et de se dire, OK, là, on a commencé une bonne piste. Là, on a des limites et on peut le retrouver. Encore une fois, on n'est pas sur une science exacte. Mais tout ça, c'est des données marché qu'on a de notre quotidien. C'est notre métier au quotidien. Et c'est ce sur quoi vous devez, et on doit être en capacité, nous, de vous apporter, en fait, Tiana. C'est vraiment notre rôle et il est là. Merci beaucoup, Laurie. Alors, on a Manon qui nous demande comment créer des parcours plus courts lorsque plusieurs interlocuteurs ont la volonté d'être impliqués dans ce process de recrutement. Alors, effectivement, halte au parcours long. Donc déjà, Manon, il y a un bon réflexe dans la question. C'est la première chose que j'ai pas évoquée, mais c'est qu'effectivement, les parcours de recrutement trop longs peuvent être réellement un frein pour les candidats. En revanche, effectivement, plusieurs personnes en interne peuvent vouloir y participer. La question, encore une fois, c'est de se dire quel est l'intérêt pour chacune des personnes de l'entreprise d'aller sur cet entretien ou sur cette rencontre, sur cet échange. C'est-à-dire, quel est l'intérêt pour eux? Mais surtout, n'oubliez pas, on est dans le fait d'embarquer, dans le fait de séduire, pas de surpromesse, mais quand même de séduire. Donc, quel est l'intérêt qu'on va montrer aux talents de rencontrer ces personnes-là? Donc, je pense que déjà, posons un constat de base. Est-ce que nous avons les bonnes personnes qui veulent participer? Et si oui, pourquoi? Parce que c'est des questions qu'on va devoir travailler pour ensuite aller sur l'échange. Ensuite, si effectivement on est 5-6 personnes à vouloir, je dis un chiffre au hasard, je sais pas si Manon vous avez précisé le nombre d'interlocuteurs qui peut se faire chez vous, mais si vous avez effectivement 5-6 personnes, c'est potentiellement, s'ils veulent tous intervenir, croiser les forces de chacun de nos opérationnels lors des échanges. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement on a des gens qui vont plutôt s'attarder, parce que de manière naturelle, vont s'attarder sur les missions réelles et donc du coup sur les hard skills concrètement, sur vraiment le savoir-faire, de le croiser tout de suite avec quelqu'un qui va peut-être être plus sensible à effectivement aller creuser et à échanger sur la partie plutôt soft skills. Donc moi, je ferai un cross-size des compétences des personnes qui doivent intervenir dans ce process et de ce à quoi ils sont le plus sensibles pour qu'effectivement un talent, n'oublions pas, on est d'égal à égal dans ce moment-là. Un talent ne doit pas se sentir jugé. Donc s'il ne doit pas se sentir jugé, ne l'incriminons pas d'un milliard de questions qui est-ce que vous savez faire ça et comment vous le faites et sous combien de temps? Okay. Mélangeons les aptitudes comportementales de nos recruteurs pour pouvoir, je dirais, avoir la meilleure des combinaisons possibles. Merci beaucoup, Laurie. Anne-Catherine nous demande, est-ce qu'effectivement, on a beaucoup appuyé sur la partie parcours d'intégration et l'importance du parcours d'intégration pour pérenniser en fait le talent et les recrutements. Et elle nous demande, du coup, est-ce qu'on ne devrait pas créer un poste qui est dédié à l'intégration, une sorte d'accompagnateur? Alors, c'est une bonne question. De but en blanc, je vous dirais oui, bien sûr, parce que c'est un enjeu très fort. Donc oui, je vous dirais oui. En revanche, il y a une chose
Anne-Catherine, c'est que, je vais revenir sur le nerf de la guerre, mais les entreprises ont aussi des coûts à respecter. Je me doute bien que tout le monde ne peut pas dédier une personne temps plein sur ça. En revanche, c'est vraiment quelque chose, et si le poste devait être créé, qui doit faire partie prenante véritablement de nos ressources humaines. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit très clairement, c'est qu'effectivement, toutes les personnes qui sont sur des postes, effectivement, avec une dimension projet RH, etc., se sont imprégnées du coup de la marque employeur et donc de ce parcours d'intégration concrètement. Mais idéalement, bien évidemment, Anne-Catherine, je vous dirais oui, avec grand plaisir, parce que c'est là où vous êtes vraiment créé de la valeur. Et c'est des choses, n'oublions pas, qu'une fois qu'elles sont créées, elles ne sont pas figées dans le temps. Attention, c'est des choses qui doivent continuer de vivre. Pourquoi, encore une fois? Parce que le monde évolue et que les façons de faire évoluent. Et donc, il faut sans cesse être à l'affût de l'innovation qui peut se faire et de surtout ce que les talents recherchent derrière. Donc, voilà. Merci Laurie. Et donc Laurie aussi nous pose une question et alors on essaiera peut-être de répondre à une dernière question à voir. Donc qui nous demande comment engager le talent quand on le met à une succession d'étapes sur son profil, contrôle de référence, les tests de personnalité, les tests techniques, etc. Notamment quand il s'agit d'une chasse, on risque de voir le candidat fuir ailleurs, d'autant plus que nous sommes sur un marché en tension. Donc la question, c'est comment embarquer, en fait, comment engager le talent dans le process. D'accord. Alors, je vais pas revenir sur les points, mais effectivement, c'est déjà bien de s'imprégner de ce qu'on a pu se dire effectivement avant. Et c'est surtout injecter une partie d'émotionnel. Là, je vais faire référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un talent, pour qu'il soit et qu'il vous suive, c'est une forme d'authenticité qu'il faut avoir lors de ces échanges. Et là, les ressources humaines jouent leur rôle de coach, notamment. C'est-à-dire que quand il va passer plusieurs étapes de ce process, qu'il va rencontrer différentes personnes en interne, l'idée n'est pas de travestir la personnalité de notre candidat, attention. Mais c'est d'avoir ce rôle de coach, d'apporter du feedback à chaque étape, de dire effectivement, voilà ce sur quoi, effectivement, on se rejoint entre la vision qu'on a de notre projet de l'entreprise et ce que vous avez pu faire et ce que vous avez envie et vos ambitions de demain. Voilà sur quoi on se rejoint. Voilà sur quoi, en toute honnêteté et en toute transparence, on peut avoir des doutes. Et c'est aussi ça, en fait. Donc, embarquer un talent, c'est avoir une authenticité, se positionner en tant que coach et je dirais de faire un feedback qu'il soit positif ou négatif. Mais un feedback, il est essentiel. De garder le lien. Garder le lien. Il faut être liant, effectivement. Ça, il faut avoir ce côté liant, l'émotionnel. Il faut avoir ce côté liant. Mais encore une fois, attention, pas de surpromesse. Ça fait 3 fois que je le dis, mais faites attention à ça. Vraiment, n'allez pas sur de la surpromesse. Anne-Catherine nous demande notre opinion sur les case studies, donc les cas pratiques qu'on fait passer pendant les process de recrutement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Laurie? Alors après ça, on va, si vous voulez, être garant des choses, des case studies qui se font par nos clients. Donc, parfois, ce sont effectivement des cases qui se font par notre intermédiaire, parfois directement. C'est des choses sur lesquelles, justement, il faut vous servir de votre partenaire et de l'expert en recrutement qui vous accompagne, parce que parfois, ce sont des choses qui sont parfois lourdes et qui, par contre, là, peuvent avoir un effet, je dirais, néfaste pour l'intention du candidat de continuer, parce que ça peut être lourd. Ça peut, à un moment du process, demander trop d'engagement. C'est peut-être pas le bon moment. Le case study entre l'entretien 1 et l'entretien 2 ne sera pas vécu de la même manière à partir du moment où l'entretien 2 et 3. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc ça, c'est important. Mais c'est des choses qu'on voit de plus en plus sur le marché, qui émergent de plus en plus, parce que ça permet aussi, au-delà d'un échange, de voir ce qu'on a vraiment compris. Ne pas comprendre n'est pas grave. À partir du moment où on sait qu'il y a une incompréhension et qu'on peut retravailler sur cette incompréhension et qu'on est sûr qu'à partir du moment où on se dit oui, on a envie de le faire ensemble, là, tout est clair entre nous, oui,
Mais le case study est quelque chose qu'effectivement, on voit de plus en plus. Mais peut être vraiment très différent pour le coup. Anne-Catherine, on pourra en rediscuter avec grand plaisir et prendre un temps d'échange ensemble si vous le souhaitez, parce que c'est une question qui est très, très intéressante. Mais il peut être vraiment différent d'une société à une autre et d'un secteur à un autre, et aussi de ce qu'on souhaite faire passer. Encore une fois, il est en situation, vous faites passer un case study, mais qu'est-ce que vous souhaitez faire passer derrière ça? Encore une fois, c'est la question qu'il faut se poser. Merci beaucoup Laurie. Je vais conclure ici. N'hésitez pas à prendre vos derniers rendez-vous avec nous si vous l'avez pas encore fait via le lien que j'ai envoyé tout à l'heure. On espère vraiment avec Laurie que ce qu'on vous a expliqué fait sens pour vous et qu'on a su trouver les mots pour vous expliquer la vision qu'on défend chez les nouveaux héritiers et vraiment de comment on fait notre métier au quotidien chez les nouveaux héritiers et ce qu'on a dans nos tripes. Voilà, toutes les personnes ici ont travaillé sur le projet et on a tous les mêmes convictions. On espère qu'elles vous ont séduites et qu'elles vous ont inspiré. Voilà, n'hésitez pas à continuer de nous poser toutes les questions. On est présent sur les réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez surtout pas et on sera ravis de répondre à vos échanges. C'est aussi faire vivre la communauté RH. Et voilà, et donc c'est aussi notre mission au quotidien. Ça sera avec effectivement grand plaisir. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble et j'espère que vous avez pu y trouver certaines de vos réponses. Merci, belle journée à tous et à très vite, on espère. Au revoir.